Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. En quoi les pôles ont-ils tant de choses à nous apprendre ? Avec Bruno David. Sans vouloir les offusquer, les pôles ne sont pas pris au sérieux. Nombre de gens les confondent ou peinent à les distinguer. Une sous-estimation dommageable tant les pôles ont des choses à nous apprendre sur notre histoire climatique comme sur l'avenir de notre biodiversité, ainsi que va nous l'expliquer notre invité, le paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David. Bonjour. Bonjour. Alors commençons par les représentations, parce que sur nos globes, comme sur nos planisphères, l'Arctique et l'Antarctique sont quasi identiques. On voit deux immenses blocs de glace, et en réalité ils sont très différents. Expliquez-nous. Oui, quand on regarde au nord, nous sommes face à un océan qui dépasse 3000 mètres de profondeur. Donc c'est l'océan Arctique, entouré par la Sibérie, entouré par le Canada, entouré par l'Alaska, et puis avec le Groenland qui est à proximité également. Quand on regarde au sud, c'est totalement différent. On a un continent au sud, un immense continent qui est plus vaste que l'Europe, qui est couvert de glace, jusqu'à plus de 3000 mètres d'épaisseur de glace, et qui est entouré, lui, par un immense océan, qui est l'océan austral, qui est isolé des autres océans du monde par un immense courant qui s'appelle le courant circum-antarctique ou circumpolaire et qui circule à toute vitesse, je dirais, pour un courant océanique, autour de ce magnifique continent antarctique. Donc les pôles sont extrêmement différents. En revanche, ils partagent le point commun de nous renseigner sur les grands cycles climatiques de notre planète depuis près d'1 million d'années. C'est notamment grâce à eux que l'on sait que la France connut jadis, il y a fort longtemps, le climat de la toundra de Sibérie, avant celui qu'on connaît aujourd'hui, celui de la forêt tempérée. Est-ce qu'on peut remonter le temps avec vous et avec les bulles d'air des glaces ? Quand on regarde ces grandes calottes polaires qu'on a en Antarctique au sud ou qu'on a sur le Groenland au nord, on a des archives du climat mondial. Pourquoi on a ces archives ? Parce que, année après année, il neige sur l'Antarctique, qui est un grand désert blanc. La neige va s'accumuler, va devenir de la glace et va devenir de plus en plus épaisse. En s'accumulant, cette neige renferme des petites bulles d'air qui sont des bulles d'air de l'époque. Et donc, si on fait un grand trou dans cette glace et qu'on retire des carottes de glace, qu'on regarde les petites bulles qui sont à l'intérieur de ces carottes, ces petites bulles renferment des échantillons d'air de l'époque à laquelle elles se sont formées. Alors, comme il neige très peu, les 3000 mètres d'épaisseur qu'on a sur la calotte antarctique représentent une part très importante de l'histoire climatique de la Terre, au moins durant 800 000 ans, 1 million d'années à peu près. Donc on a cette possibilité de regarder le climat de ce million d'années en analysant ces petites bulles d'air. Et il y a une très jolie anecdote qui vient de Claude Lorius, le glaciologue français qui a découvert la possibilité d'analyser ces petites bulles d'air dans la glace. Et il aurait mis un glaçon prélevé en profondeur dans un verre de whisky. Il aurait remarqué que ça faisait des bulles et il s'est dit tiens, il y a de l'air à l'intérieur, on va peut-être essayer d'analyser l'air qui se trouve à l'intérieur de ce glaçon. Et c'est parti comme ça. Et ça nous permet de remonter sur les archives climatiques et c'est ça qui nous a permis de voir et de confirmer que le climat de la Terre depuis en gros 1 million d'années avait oscillé entre des périodes glaciaires et des périodes dites interglaciaires. Nous sommes dans un interglaciaire. Les périodes glaciaires, il fait par définition très froid. Si on prend l'image de l'Europe, ça veut dire que la calotte polaire descend jusque sur l'Allemagne du Nord, sur l'Angleterre, sur les Pays-Bas. Les glaciers alpins sont gigantesques et atteignent Lyon. Le gros caillou qui est sur la Croix-Rousse à Lyon a été déposé par un glacier. Donc on voit bien ce que représente un paysage d'une période glaciaire. Ça veut dire qu'on est en France dans un paysage de toundra avec des rennes, avec des rhinocéros laineux, avec des mammouths. On est dans un environnement extrêmement froid. À l'inverse, quand on passe dans une période interglaciaire, entre deux glaciaires, on est dans une période relativement tempérée, et qui correspond à un paysage de forêt. Et nos ancêtres ont traversé ces différents épisodes glaciaires, interglaciaires, en s'adaptant à chaque fois aux circonstances du moment. Il faut quand même ajouter
que ce qui marque la différence entre un glaciaire et un interglaciaire en termes d'amplitude de température, c'est de l'ordre de 6 degrés. Donc seulement 6 degrés de moyenne, ça fait la différence entre des glaciers à Lyon et le climat qu'on connaît aujourd'hui à Lyon. On passe d'un glaciaire à un interglaciaire en 3, 4 000, éventuellement 5 000 ans. Donc on voit bien que la transition, elle est quand même très lente et que les vitesses du changement qu'on a aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus rapides que celles qui ont marqué les transitions glaciaires vers interglaciaires. L'autre chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on se projette sur la fin de ce siècle et qu'on a 3, 4, voire 5 degrés de réchauffement climatique en température moyenne d'ici la fin du siècle, ça veut dire qu'on aura fait au minimum la moitié du chemin qui séparait un glaciaire d'un interglaciaire. Mais on l'aura fait sur la base d'un interglaciaire vers un réchauffement. Et quand on voit la différence qu'engendre 6 degrés de moyenne de température entre un glaciaire et un interglaciaire, on peut être inquiet aussi sur la différence qu'engendrerait une augmentation de température de 3 ou 4 degrés d'ici la fin du siècle, qui nous passerait ici en France dans des conditions quasi tropicales. Pour bien reprendre les ordres de grandeur que vous venez de nous évoquer, parce que c'est vertigineux, 6 degrés en 4 à 5 000 ans. Et là, le réchauffement climatique dû à l'Anthropocène actuel, qui pourrait nous amener sur une trajectoire, si elle n'est pas contrôlée, de l'ordre de 4 ou 5 degrés en 100 ans, c'est donc 50 fois plus rapide que ce qui s'est passé avant l'action de l'homme. Exactement. Et c'est bien ça une grande part du problème auquel la biosphère, la biodiversité est confrontée, c'est-à-dire que la vitesse des changements n'est pas forcément compatible avec les capacités d'adaptation des espèces, alors que cette vitesse était compatible avec ses capacités d'adaptation dans des temps plus anciens. Il ne faut pas attendre le salut par une nouvelle glaciation, ça ce serait une folie. On est dans un système d'alternance de cycles glaciaires-interglaciaires, donc on pourrait en effet se dire il suffit d'attendre la prochaine glaciation et on sera bien content d'avoir réchauffé la planète. Comme ça nous permettra de passer la prochaine glaciation autrement que dans un paysage de toundra avec des rhinocéros laineux et des rennes. Certes, sauf que la prochaine glaciation, compte tenu des cycles astronomiques dans lesquels est située et placée la Terre, on peut difficilement l'espérer avant 10 000 ans. Minimum, peut-être même plutôt 20 000 ans. Donc, compte tenu de la vitesse du changement qu'on impose, on voit bien que nos sociétés n'auront pas forcément la patience d'attendre 10 000 ans pour espérer un refroidissement naturel de la Terre en entrant dans une prochaine glaciation. On a commencé cet épisode en tordant le cou aux idées reçues sur les pôles, qui ne sont donc absolument pas identiques. Maintenant, on le sait mieux grâce à vous. Il y a une autre idée reçue, c'est qu'on voit des zones désertiques, et donc intuitivement, on se dit que le vivant y est sous-représenté, qu'il n'y a quasiment rien. Et en réalité, il y a une biodiversité assez folle. Est-ce que vous pourriez rendre justice à la richesse du vivant dans ces pôles ? Moi, j'ai beaucoup travaillé du côté austral, en Antarctique, et on voit ce continent blanc où il n'y a pratiquement rien dessus. Il y a quelques phoques qui se prélassent sur la banquise, des manchots, quelques oiseaux de mer, mais il n'y a pratiquement rien. Et dès qu'on met la tête sous l'eau, par contre, c'est complètement différent. Alors les premiers mètres, il n'y a rien également, comme sur le continent, parce que c'est raboté par de la glace de mer pendant l'hiver, et donc la roche est à nu. Et puis après, on peut entrer dans des grands champs de laminaires, ces grandes algues brunes qu'on va trouver en Bretagne ou sur les côtes du Pacifique d'Amérique du Nord. Si on traverse ces laminaires, on arrive en dessous dans des paysages absolument fabuleux. Et si on a la chance d'être par une belle journée avec des eaux transparentes, on a une vie totalement exubérante, essentiellement à base d'organismes qu'on appelle suspensivores, c'est-à-dire qui vont se nourrir de particules de plancton en suspension, qui vont être des éponges, qui vont être des concombres de mer, qui vont être des étoiles de mer pour carnivores, celles-là, qui vont être beaucoup de mollusques, qui vont être des oursins qui vont traîner partout. Et on a une diversité de couleurs absolument fabuleuse et une énorme richesse de la vie. Alors pourquoi on a cette richesse de la vie dans l'eau alors qu'il n'y a rien qui vient du continent ? Simplement parce que les eaux froides dissolvent plus facilement les gaz et qu'elles sont particulièrement riches en oxygène, ce qui favorise le développement de la vie dans ces eaux de l'Antarctique. Je crois que vous avez vous-même payé de votre personne en descendant dans ces eaux qui sont glacées. Vous avez pu observer une diversité d'oursins, qui est une de vos grandes spécialités, plus ample et plus riche encore dans les seules eaux des pôles que ce qu'on peut trouver entre les eaux d'Égypte
jusqu'à la Norvège par exemple. Oui, si on prend toutes les eaux qui entourent l'Europe, dans la Méditerranée et jusqu'au Cap Nord en Norvège, on peut identifier à peu près une quarantaine d'espèces d'oursins différentes. Si on prend les eaux qui entourent l'Antarctique dans l'océan austral, on identifie 80 espèces différentes, ce qui est 2 fois plus, alors même que les environnements sont beaucoup plus homogènes. Pour finir, un dernier mot encore sur la biodiversité qu'on retrouve dans ces eaux qui sont particulièrement glacées, particulièrement hostiles, et on ne peut pas y rester très longtemps. Donc comment font les animaux qui arrivent à y vivre de façon permanente? Quel super pouvoir développent-ils? Alors je peux vous garantir que c'est très très froid, pour en avoir fait l'expérience personnellement. Et différents animaux ont adopté des stratégies adaptatives particulières qui leur permettent de survivre dans ces environnements. Par exemple, on a des poissons qui fabriquent leurs propres antigels à base de protéines. Ils ont des protéines qui empêchent finalement le sang de geler. Il y en a d'autres qui se passent carrément d'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Dans la mesure où les eaux sont très riches en oxygène, ces poissons ont un sang qui n'a plus d'hémoglobine et la diffusion de l'oxygène des vaisseaux vers les muscles se fait directement, sans passage par de l'hémoglobine. Donc ce sont des adaptations assez incroyables, mais qui font que ces espèces sont particulièrement adaptées pour des eaux très froides. Si on les mettait dans des eaux un petit peu plus chaudes, ça serait catastrophique. On a des gastéropodes, ces petits chapeaux chinois qu'on va trouver sur nos rochers, qu'on trouve également en zone polaire, et qui sécrètent un mucus visqueux qui leur permet de s'adapter jusqu'à des températures de moins 10 degrés, sans mourir. Alors que vous prenez les mêmes en Bretagne, vous les mettez à moins 10, ils sont congelés. On a souvent entendu, parmi les conséquences du réchauffement climatique, effectivement, que le vivant migrait vers des lieux qui leur étaient plus favorables. Là, en l'occurrence, comme c'est les eaux les plus froides du monde, si jamais elles se réchauffent, ça veut dire que ces espèces sont vouées à disparaître. Oui, on a un phénomène de nasse, c'est-à-dire qu'avec le glissement des ceintures climatiques, il y a également un glissement des ceintures de biosphère, que les espèces tropicales vont remonter vers le nord, que les tempérées vont remonter un peu plus au nord également, etc. Dans notre hémisphère en tout cas. Mais quand on se rapproche des pôles, évidemment, ces espèces, elles ne peuvent pas aller plus loin. Donc elles sont complètement piégées, et elles subissent même en quelque sorte une double peine, puisqu'il va y avoir des envahisseurs, entre guillemets, venus du nord autour de l'Antarctique, qui vont s'acclimater, venir dans des eaux qui seront devenues un petit peu plus clémentes pour eux, et puis nos espèces polaires, elles ne pourront pas aller plus au sud. Donc elles devront à la fois faire face aux envahisseurs et éventuellement à s'adapter à des eaux plus chaudes, ce qui paraît très très difficile, parce que quand on regarde les fenêtres physiologiques de ces espèces, leurs fenêtres adaptatives sont des fenêtres très étroites. Ça fait 30 millions d'années que la Terre s'est refroidie pour avoir de la glace au pôle, et depuis tout ce temps-là, elles se sont adaptées à ces conditions extrêmement froides. Donc les mettre dans des conditions plus chaudes, c'est quasiment la mort assurée. Voilà, on ne peut pas s'adapter sans limite. Votre cri d'alarme était extrêmement limpide. Merci beaucoup, Bruno David. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.